Madame, Monsieur, bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de la vie des diocèses. Nous recevons aujourd'hui Monseigneur Jean-Yves Namias. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Meaux, un diocèse de plus d'1,3 million habitants, en croissance constante. On entend par ailleurs ici et là plus de 300 000 nouveaux habitants dans les années à venir. C'est beaucoup, c'est réjouissant pour un évêque. C'est à la fois réjouissant, surtout qu'il y a énormément de jeunes qui sont déjà là et qui vont arriver, mais en même temps, c'est une mission lourde qui est de prévoir comment notre diocèse va accueillir tous ces arrivants. Et du coup, nous aurons l'occasion d'en reparler, notamment avec la construction d'églises. La construction d'églises, Val d'Europe notamment. Nous avons fait un reportage. Et d'autres projets. Et d'autres projets, bien évidemment. Nous parlerons du coup de l'actualité de votre diocèse, de la démarche synodale que vous avez lancée. Et je souhaiterais commencer tout d'abord, si vous le voulez bien, sur l'inauguration de la Maison Magdalena. La Maison Magdalena, il s'agit d'une maison qui accueille 7 personnes transsexuelles qui souhaitent sortir de la prostitution. Pas toutes transsexuelles. Pas tous transsexuels, voilà. D'accord, voilà, mais qui souhaitent sortir de la prostitution en tout cas. Des femmes qui veulent sortir de la prostitution. Voilà, d'accord, donc qui sont accueillis par le diocèse dans un ancien monastère, un ancien couvent. Et je vous propose de découvrir l'initiative sur le terrain. C'est un reportage de KTO. C'est la dernière ligne droite avant l'ouverture de la maison Magdalena. Alors le père Jean-Philippe, prêtre de la communauté Saint-Jean, et 2 futurs accueillis mettent la main à la pâte. Ici, dans quelques semaines, 7 personnes transsexuelles du Bois de Boulogne qui souhaitent sortir de la prostitution vont faire l'expérience d'une vie communautaire. Parce que toute ma vie, je suis été sur le trottoir. Et ça fait plus de 17 ans que je cherche à aider. Pour arrêter de faire cette vie, mais c'est pas possible. Jamais je vais trouver personne. Puis maintenant, aujourd'hui, ici, la maison Magdalena. Ce projet est né d'une demande. Père, j'en peux plus, il faut m'aider. Et ça fait 10 ans qu'il y en a qui me disent ça. Mais j'ai gardé ce désir dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est dans cette ancienne abbaye que son projet voit le jour. Charme est impatiente de se lancer dans l'aventure. Usée par une activité qu'elle trouve dégradante et un alcoolisme chronique, elle connaît bien les lieux. Bon, ça c'est les chambres. La chambre numéro 2, je crois. Ah, c'est la chambre numéro 5. Sa chambre, elle l'occupe déjà les week-ends quand elle vient finir de préparer la maison. Elle fonde beaucoup d'espoir dans cette nouvelle expérience. Bon, déjà que je suis alcoolique, ils m'ont promis de m'aider à m'en sortir. Ils nous ont produit de nous emmener une couturière pour nous recycler. Bon, moi déjà, j'ai déjà fait la couture, donc voilà quoi. On a déjà les sièges. Pour le siège, c'est pour nous amener à avoir une autre passion. Cet accueil veut leur apporter une stabilité pour ensuite leur permettre de retrouver une autonomie et de se réinsérer dans la société après 6 à 18 mois passés ici. Pour cela, le père Jean-Philippe mise sur la vie communautaire, une école de la vie. Quand elles vont se retrouver dehors, après être passées par ici, elles vont être confrontées au monde du travail, aux voisins, là où elles vont habiter. Et c'est quand même des gens qui ont une mode de vie qui est un peu particulier. Et il faut les aider à se confronter aux autres. Pour se préparer qu'un jour tu seras dans un boulot, les gens ils vont dire ah, t'es une ancienne prostituée, oh ma pauvre petite. Non, les gens vont dire donc il faut qu'elles s'habituent à aller à la rencontre des autres quoi. Je vous invite à regarder l'intégralité de ce reportage qui est passé le 29 septembre dernier sur KTO. Vous pouvez le retrouver sur le site de KTO. Monseigneur, pourquoi teniez-vous à cette maison Magdalena sur le diocèse ? C'est une réalité très présente, malheureusement, la prostitution sur la Seine-et-Marne, avec ses nombreuses forêts. Et ça m'a semblé très important, quand j'ai été sollicité, de pouvoir aider l'association Magdalena à trouver un lieu approprié. C'est à la fois pas trop loin de Paris, en même temps dans une petite ville discrète, et donc il y a à la fois la proximité et l'éloignement. Et puis c'est un lieu qui est à la fois petit et grand, c'est-à-dire très chaleureux,
qui peut permettre à ces personnes de retrouver comme un oasis de paix, de réconfort pour reprendre force et se préparer à une vie nouvelle. Ils sont accueillis donc par le père Jean-Philippe Chevreau. Voilà. Exactement, qui est un homme exceptionnel, qui a déjà une longue pratique de l'accompagnement des personnes qui donc vivent la prostitution. Essentiellement au Bois de Boulogne oui, mémoire, mais ouais. aussi à d'autres ailleurs. endroits. Et surtout, qui voit la nécessité d'un lieu où on puisse reprendre force, où le projet de changer de vie va être accompagné, les questions de santé, de formation. Donc ça, c'est un lieu, je pense, très, très intéressant et je suis très heureux que le diocèse puisse soutenir, aider cette initiative. Et c'est ça l'église des périphéries? Sûrement, hein, sûrement. À l'inauguration, donc le reportage en parle, j'étais très, très heureux de ces liens de grande proximité, d'amitié avec ces personnes qui sont là, on pourrait dire, un peu naturellement, trouve normal que l'Église puisse les soutenir et les accompagner. Ça demande du coup à tous et aux fidèles chrétiens d'aller au-delà de nos stéréotypes, hein, quelque Sûrement. part. Ce que je peux constater au bout de ces premières semaines, c'est que l'accueil local est très chaleureux. Oui, l'accueil des personnes en situation de prostitution qui souhaitent quitter la prostitution, mais également des personnes transsexuelles. Qu'est-ce que ça dit de l'état de souffrance de notre société? Ça dit à la fois la souffrance, mais aussi ce qui m'impressionne, c'est toute cette solidarité autour de ces hommes, de ces femmes. Et alors là, c'est une expérience nouvelle, mais aussi que autre chose est possible grâce à cette solidarité. Et c'est surtout ça, je pense, qu'il faut retenir. C'est une page nouvelle qui s'inscrit avec un savoir-faire, avec une présence à la fois chrétienne, mais aussi de personnes qui ont des experts, des soutiens. Je voudrais maintenant, Monseigneur, que nous parlions de votre démarche synodale, la démarche que vous avez lancée. Qu'est-ce que vous voulez dire par démarche synodale? On marche ensemble, ça va nous prendre 2 années, à la fois donc l'évêque, les prêtres, les diacres, des fidèles laïcs, et puis le reportage va le montrer aussi, des jeunes, des juniors, donc tout ce monde ensemble qui essaye de voir comment être davantage missionnaire aujourd'hui en Seine-et-Marne. Voilà, c'est ça que je souhaite faire, c'est ce travail de soutien, de réflexion, d'initiative. Et je crois que nous avons besoin du regard des uns et des autres, du travail commun, pas seulement de la vie de l'évêque ou des prêtres, mais de ce travail synodal, de ce travail de réflexion, de prière, pour mieux voir comment annoncer le Christ aujourd'hui. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que la conscience missionnaire partout en France, elle est forte, elle est grande. Mais souvent, nous ne savons pas comment faire. Il y a une très grande bonne volonté, mais il y a cette interrogation, qu'est-ce qu'il faut changer dans notre communauté? Qu'est-ce qu'il faut changer dans mon comportement personnel, familial? Et c'est cela que je voudrais que nous prenions à bras-le-corps. Je ne souhaite pas qu'on réfléchisse sur les questions d'organisation de l'Église, en tout cas dans un premier temps, mais surtout qu'on puisse s'éclairer mutuellement sur comment être davantage chacun et tous ensemble disciples missionnaires dans la communion fraternelle. Et je vous propose du coup de regarder ce reportage du 1er octobre où vous organisiez du coup la journée de réflexion sur cette démarche synodale. De lancement. Voilà, journée de lancement. C'est un reportage de Rémi Pem. Faire route ensemble. C'est à cet appel de l'évêque de Meaux que de nombreux fidèles ont répondu pour le lancement de la démarche synodale le 1er octobre dernier à la cathédrale de Meaux. Je suis particulièrement motivé par cette démarche parce qu'aujourd'hui, être missionnaire est quelque chose qui me semble indispensable, que notre Église doit s'ouvrir, doit aller aux périphéries, doit aller annoncer l'Évangile, annoncer le Christ à ceux qui n'ont encore jamais entendu parler. Et notre Église doit s'avérer vivante de cette manière, dans l'ouverture aux autres qu'elle va pouvoir mener. Et j'espère que cette démarche synodale va être l'occasion de réfléchir et de mettre en place cette ouverture.
C'était important pour moi de participer à ce synode parce que je trouve qu'en Seine-et-Marne, il y a une certaine pauvreté au niveau de, par exemple, de tout ce qui est recherche biblique pour les jeunes. Et donc, du coup, je voulais vraiment participer à une impulsion qui pourrait être créée au niveau de notre diocèse. Et je vous invite à passer la porte sainte. Étalée sur 2 ans, cette démarche a pour but de fixer les grandes orientations du diocèse concernant l'évangélisation, avec pour ligne directrice la volonté d'être disciple missionnaire dans la communion fraternelle, comme le souligne Monseigneur Namias dans son homélie. Seigneur, brûle-nous de ta présence et fais de nous des témoins de la joie de l'Évangile. Fais de nous des disciples missionnaires vivant dans la communion fraternelle. Amen. Mais quel est l'enjeu de cette démarche pour le diocèse de Meaux ? Alors le grand enjeu pour nous de l'Assemblée synodale, c'est l'annonce de la bonne nouvelle aux jeunes et à leurs familles. C'est le grand enjeu du diocèse. On est le diocèse le plus dynamique au sens de la jeunesse d'Île-de-France, c'est-à-dire que la croissance de la population est ici la plus importante. Et donc des gens s'installent tout le temps avec peu de repères finalement et beaucoup de gens qui ne savent pas très bien où ils en sont en termes de foi ou de religiosité. Et donc au final, sans doute l'objet le plus important de cette démarche synodale, c'est de nous mettre en route pour que le Christ soit annoncé et connu et aimé par le plus grand nombre. Travailler en groupe de pagaille. L'après-midi, l'Assemblée est divisée en 2 collèges, seniors et juniors. Les juniors ont pour mission de définir des groupes de pagaille, reprenant ainsi l'invitation du pape François au JMJ de Rio à mettre la pagaille dans les diocèses. Plusieurs thématiques sont identifiées comme le renforcement des liens, faire découvrir la foi, aller vers les autres, ou encore le rassemblement des jeunes. Moi, la pagaille qui me plaît le plus, c'est de mettre un peu de vie, justement, par l'action, l'animation. Et donc, du coup, je pense que je vais choisir le rassemblement des jeunes ou les activités pour les jeunes, voilà. De manière à ce qu'ils puissent se sentir accueillis dans cette église qui a besoin d'eux, leur donner un nouveau souffle et par l'action et par les activités, se dire « ouais, je suis pas chrétien tout seul et ce qu'on peut faire, on peut le faire à plusieurs et ça peut être trop cool ». À la fin de la journée, les jeunes se répartissent selon le thème sur lequel ils souhaitent travailler. Ils devront se réunir au moins 1 fois par mois jusqu'à la prochaine assemblée, prévue pour mai 2018. Monseigneur, voilà, on parle de groupes de pagaille pour les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez dire par des groupes de pagaille ? Alors je vois l'enthousiasme que ça déclenche chez les jeunes et en même temps j'ai expliqué ce que je souhaitais, c'est-à-dire comment ils se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint et de leur enthousiasme pour annoncer l'Évangile et qu'ils nous proposent, qu'ils nous suggèrent des initiatives pour transformer. Les plus âgés, nous sommes fidèles à la vie chrétienne, mais on a souvent l'impression, ça on a déjà fait ou ça c'est pas possible. Et ce que j'espère, c'est qu'ils vont nous bousculer avec des idées. Je suis impressionné, oui, de leur enthousiasme, de leur grand sérieux, parce qu'ils ont commencé ces groupes de pagaille avec beaucoup d'attention. Notamment, je trouve qu'il y a une dimension intéressante, c'est prendre soin des jeunes. C'est un des messages qu'ils nous ont donnés. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'éléments très inventifs, mais il faut leur laisser le temps de la stimulation mutuelle et de l'enthousiasme qui trouve comment être docile à l'Esprit Saint et transformer la vie de l'Église. Mais vous voulez vraiment qu'ils mettent la pagaille dans le diocèse ? Bien sûr. Ah oui. Mais c'est une pagaille... j'ai repris la comparaison de Saint Paul pour l'Église qui est comme un corps. Et donc quand le Seigneur suscite quelque chose dans son Église, un charisme, et en particulier l'arrivée d'une nouvelle génération, c'est toujours dans la communion, c'est toujours dans l'unité, et c'est pour le bien du corps tout entier. Quand vous dites être disciple missionnaire dans la communion fraternelle, qu'est-ce que ça implique, être missionnaire en communauté ?
Nous sommes missionnaires toujours en lien avec le corps ecclésial, toujours en lien avec l'Église, le corps du Christ, même quand nous sommes dans des contacts interpersonnels. Mais en même temps, ce qui va authentifier le message que nous annonçons, c'est la réalité fraternelle de l'Église, de la communauté eucharistique. Et donc il y a cette union entre le témoignage personnel ou communautaire, mais surtout l'authentification par la vie fraternelle. Et quand vous dites passer des caps pour le diocèse, que voulez-vous dire? Des caps. Passer des caps, de nouveaux caps. Ah ben c'est trouver ensemble de nouvelles manières d'être présents dans les quartiers, dans les villes nouvelles, dans nos familles. Les familles, je pense que c'est aussi un lieu très important pour l'évangélisation. C'est l'Église domestique, c'est le premier lieu où se vit la miséricorde et aussi le témoignage. Donc c'est tout cela que nous avons à tisser, retisser d'une manière nouvelle, puisque nous sommes dans une société nouvelle. Et vous parliez du coup de la population de jeunes qui croient, la population générale d'ailleurs qui croit, avec, on le disait en introduction, qui croit beaucoup, en particulier dans un petit pourcentage du diocèse. On parle du coin de Marne-la-Vallée, de Val-d'Europe. Et il y a un projet qui vous tient à cœur, c'est le centre ecclésial à Val-d'Europe, le centre ecclésial Saint-Colomban. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, la Seine-et-Marne est très très diversifiée. Mais une des spécificités, c'est ces villes nouvelles, et en particulier au Val-d'Europe, qui est aujourd'hui 35 000 habitants, demain 70 000, et puis dans 30 ans 100 000. Donc une présence chrétienne, missionnaire, qui, dans cette ville nouvelle, à la fois conduit aux racines, à nos racines, hein, qui est la foi, et en même temps cette rencontre de nos contemporains. Voilà ce lieu que nous souhaitons, une église, un centre pastoral et j'espère un collège et un lycée. Et je vous propose d'aller directement sur le terrain voir le centre Saint-Colomban. On est sur le site du futur centre ecclésial Saint-Colomban. Et c'est la présence de l'église au sein du Val d'Europe. Au Val d'Europe, il n'y a que des toutes petites églises actuellement qui correspondent aux églises des hauts petits clochers des villages qui sont tout autour du Val d'Europe. Mais nous voulons construire une grande église pour répondre aux besoins pastoraux du secteur. On est de plus en plus nombreux, avec beaucoup de jeunes notamment, et nos petites églises sont trop petites. Et c'est terrible aux grandes messes de voir que les gens sont serrés, quelquefois renoncent même à participer à la messe pour Noël par exemple, parce qu'ils ne rentrent pas dans l'église. Et on essaye de multiplier les messes, mais malheureusement on ne peut pas les multiplier à l'infini. Donc déjà il y a cette nécessité d'un lieu de grande taille. Voilà. Ensuite, il y a la question de l'unité de la communauté. En étant dispersés dans des petits lieux, eh bien, on a du mal à vivre l'unité de notre communauté et à rassembler notre communauté. Il y a une église qui est prévue, il y a un centre paroissial avec la maison paroissiale et le presbytère, et il y a un établissement scolaire. C'est une cité paroissiale à l'ombre d'un clocher pour justement qu'il y ait une vie. Ce n'est pas simplement un lieu pour venir prier, c'est un lieu pour vivre sa foi, et donc pour faire la fête, et donc pour être enseigné, et donc pour vivre, nouer des amitiés, et animer tout un quartier, tout ce quartier du centre urbain qui aujourd'hui n'a aucun signe autre que celui du commerce, qui est le grand centre commercial. Voilà, Monseigneur, en direct sur ce qui sera le lieu du centre Saint-Colomban. Alors, j'ai une question, un collège, un lycée, une église, pourquoi cette articulation? Ce que je souhaite, c'est que cet établissement scolaire puisse comme découler de la communauté qui se rassemble à l'Eucharistie. Et de faire le lien entre la louange du Seigneur et l'Eucharistie qui vient nous nourrir et qui nous appelle à donner notre vie. Nous appuyons sur le soutien des parents qui se rassemblent à la messe. Et du coup aussi au centre la question de l'éducation. De l'éducation et du don de sa vie et de faire des citoyens pour notre société d'aujourd'hui. Combien ça coûte un complexe comme ça? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc il y a... l'église, c'est 6 millions d'euros. Et puis, pour commencer, pour le collège et lycée, un centre éducatif, 3,5 millions. Et vous retrouvez les ressources où? Je ne sais pas. Je cherche. Vous cherchez. Je cherche, je tends la main, je
je frappe auprès de fondations. L'accueil est enthousiaste, car on voit bien, si notre génération n'est pas présente, n'achète pas un terrain, ne construit pas, eh bien cette ville de 100 000 habitants n'aura pas de présence chrétienne. Et donc, pour l'instant, j'ai peu de dons qui sont arrivés, mais je suis confiant parce qu'il y a de l'enthousiasme à ce qu'il y ait cette présence chrétienne dans cette ville nouvelle. Et les travaux commencent quand? Dans 2 ans. Dans 2 ans. Les Chaussées du Cardinal vont vous prêter main forte également? Oui, et très généreusement, et je les remercie chaleureusement. Et du coup, pourquoi commencer les travaux quand on n'a pas forcément tout l'argent nécessaire? Ah ben, nous sommes dans une ville qui se construit progressivement, et le bon endroit que nous avons trouvé, il va être en construction maintenant. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut construire. Et pourquoi ce projet a-t-il nécessité autant de maturation? Tous les projets nouveaux demandent beaucoup de temps, et en particulier de trouver les collaborations nécessaires. Et puis ça prend du temps parce que le quartier, il est nouveau. Il y a encore des discussions complexes sur l'emplacement du parvis, sur les dépouses minutes. Tout ça, ça ne se fait pas rapidement. Et puis l'ampleur de notre projet fait modifier un certain nombre d'éléments pour la ville, comme les transports en commun. Monseigneur, 2 dernières questions. Une date à retenir à l'avenir? Le 8 décembre prochain, je réunis l'ensemble des jeunes de l'enseignement catholique pour prier pour la paix en la fête du 8 décembre. Et un lieu où vous aimez vous ressourcer, où vous aimez prier? Le diocèse de Meaux a la chance d'avoir plusieurs communautés contemplatives. Donc je vais parfois à Forges, parfois à Jouarre, et aussi à la communauté de Bethléem, dans la forêt de Nemours, où là j'ai un petit oratoire et un ermitage qui m'attend. Monseigneur, merci beaucoup de votre présence sur le plateau de la vie du diocèse. Je vous propose de retrouver toutes les informations du diocèse sur le site du diocèse. Vous pouvez également soutenir le projet Saint-Colomban sur le site du diocèse. Vous retrouverez cette émission sur le site kto-tv.com. Quant à moi, je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine.